Et si la quête du bonheur nous rendait en fait malheureux? C'est un paradoxe assez étonnant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui à travers les enseignements de Gelong Tubten. Et attention, il faut tout de suite oublier l'image du moine hyper serein dans son temple, parce que son chemin à lui, il a commencé par un burn-out, un vrai de vrai. Une histoire qui résonne étrangement avec notre époque. Voilà, cette citation, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. L'histoire de Tubten, elle commence pas dans un monastère isolé, non. Elle commence au cœur du chaos de la vie moderne. Ça nous montre que la recherche de la paix intérieure, ce n'est pas un luxe, mais ça part souvent d'un besoin vital de s'en sortir. Alors, voici notre programme. D'abord, on va décortiquer un problème qu'on connaît peut-être tous, le fameux piège du bonheur. Ensuite, on verra pourquoi beaucoup de gens abordent la méditation de travers. Puis, on passera au déclic qui change tout, à une méthode toute simple pour l'appliquer, et enfin à l'ingrédient secret qui fait toute la différence. Allez, première étape, comprendre le problème. Un concept que Tubten appelle le piège du bonheur. Et c'est un piège dans lequel on tombe presque tous sans même s'en rendre compte. C'est une idée un peu déroutante, on est d'accord, mais réfléchissons-y une seconde. L'esprit qui se dit « il faut que je sois heureux » est exactement le même qui constate « ah, mais là, tout de suite, je ne le suis pas ». En courant après le bonheur, comme si c'était un objectif à atteindre, eh bien on ne fait que renforcer l'idée qu'il nous manque quelque chose. C'est un cercle vicieux, subtil mais incroyablement puissant. Et ça, ce n'est pas juste une théorie. Pour Tubten, ce piège s'est refermé de façon brutale. À 21 ans, alors qu'il poursuivait à fond un idéal de fête et de plaisir à New York, son corps et son esprit ont juste dit stop. Il s'est retrouvé complètement paralysé par l'anxiété, au point de croire qu'il faisait une crise cardiaque. La course effrénée au bonheur l'avait mené tout droit au burn-out. Bon, face à ce genre de crise, beaucoup se tournent vers la méditation. Logique. Mais là encore, un autre piège nous attend, celui de s'y prendre complètement de travers. Ouch! Cette phrase de son maître, c'est une vraie douche froide, mais elle tape en plein dans le mille. Tubten a compris qu'il avait juste changé de drogue. Il traitait la méditation comme une nouvelle dose de plaisir, un soulagement immédiat. Il cherchait un buzz de calme, et dès qu'il ne venait pas, la frustration montait. En fait, il avait ramené son addiction au bonheur directement dans sa pratique de la méditation. Ce tableau, il résume parfaitement le malentendu. On croit souvent que méditer, c'est faire le vide, chasser les pensées pour enfin se sentir bien. Mais en réalité, la véritable approche, c'est tout l'inverse. Le but n'est pas de se débarrasser des pensées, mais d'apprendre à vivre avec. La révolution, elle n'est pas dans le contenu de notre esprit, mais dans la relation qu'on a avec lui. Et voilà, on arrive au cœur du message de Tubten, le véritable déclic. La solution, ce n'est pas de gagner la guerre contre nos pensées, mais de signer un traité de paix avec elles. Du coup, ça soulève une question essentielle, non? Si le but n'est pas de faire le vide, alors à quoi ça sert de s'asseoir en silence? La réponse, c'est ce qui va redéfinir complètement notre approche de la paix intérieure. Et là voilà, cette nouvelle définition. La vraie paix intérieure, ce n'est pas le silence. C'est plutôt comme être dans une pièce où il y a de la musique, mais sans être obligé de danser sur chaque morceau. On peut être en pas avec le bruit, sans se laisser emporter. C'est un changement de perspective radical. Pour que ce soit plus concret, Tubten utilise une métaphore magnifique. Il dit d'imaginer que notre conscience, l'essence même de notre esprit, c'est comme le ciel. Toujours là, vaste, ouvert et, au fond, complètement serein. Et dans cette image, nos pensées, nos émotions, qu'elles soient joyeuses ou sombres, ne sont que la météo du jour. Une tempête de colère, des nuages de tristesse, une éclaircie de joie. Tout ça, ça passe. Mais la météo, elle n'abîme jamais le ciel. Le ciel reste le ciel. La méditation, c'est donc apprendre à s'identifier au ciel et non à la tempête qui est juste de passage. Bon, c'est une très belle idée, mais concrètement, comment on fait? Comment est-ce qu'on cultive cette relation avec notre esprit ciel? Tubten propose une méthode incroyablement simple, en 3 temps. Tout tient dans ce cycle. 1. On se concentre sur sa respiration. C'est notre point d'ancrage. 2. Inévitablement, l'esprit va partir se balader. Le moment crucial, c'est de simplement le remarquer, sans paniquer, sans se juger. Et 3. Tout doucement, avec bienveillance, on ramène l'attention à notre ancre, la respiration. Et on recommence, encore et encore. Et ça, cette idée-là, c'est sans doute la plus libératrice de toutes. Se rendre compte que son esprit s'est égaré, ce n'est pas un échec. C'est une victoire. C'est le moment précis où on est en pleine conscience. Chaque fois qu'on attrape son esprit en train de vagabonder, c'est comme faire une pompe pour le muscle de l'attention. Ça transforme complètement la pratique. On passe d'une lutte frustrante à une série de petits succès. Mais pour que cette technique fonctionne vraiment, il lui faut un carburant, un ingrédient qui change absolument tout. Et cet ingrédient, c'est la compassion. Alors, quand on parle de compassion intérieure, attention, on ne parle pas de s'apitoyer sur son sort. Pas du tout. De quoi s'agit-il vraiment alors? C'est une qualité bien plus active et bienveillante que ça.
La compassion intérieure, c'est l'attitude qu'on adopte à chaque fois qu'on ramène gentiment notre attention. C'est un peu comme traiter son esprit de la même façon qu'on traiterait un petit enfant un peu agité, avec douceur, avec patience et un amour inconditionnel. On n'essaye pas de faire taire l'enfant, on l'accepte tel qu'il est. On laisse nos pensées être là, sans les juger, sans les chasser. Et cette compassion, elle a deux facettes. La première est tournée vers l'intérieur. C'est cette douceur avec laquelle on traite son propre esprit. La seconde, elle est tournée vers l'extérieur. C'est l'intention qu'on peut poser au début de la pratique. Que ce moment de calme puisse bénéficier non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui m'entourent. Et c'est là que tout prend son sens. En cultivant la paix à l'intérieur, en arrêtant cette espèce de guerre civile dans notre propre esprit, cette paix commence tout naturellement à rayonner vers l'extérieur. C'est presque une loi de la physique émotionnelle. C'est quasi impossible d'offrir une vraie compassion aux autres si on est son propre tyran. On termine donc sur cette idée qui est peut-être la plus importante de toutes. Et si la vraie liberté, ce n'était pas de contrôler nos pensées, mais justement d'arrêter de vouloir les contrôler? Si le bonheur n'était pas une destination à atteindre, mais simplement une nouvelle manière d'être avec notre propre esprit, quel qu'il soit, à chaque instant? Voilà une question qui, elle, mérite qu'on s'y attarde un peu.